abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui dépasse la logique, l'histoire, et peut-être même l'humanité. Prépare-toi à plonger dans un récit où la guerre n'est que le décor d'un secret enfoui depuis des générations. La pluie martelait la canopée dense de la forêt africaine, noyant les échos lointains des bombardements. L'année était 1999, et deux nations voisines se disputaient un territoire aussi vaste qu'oublié. Les combats semblaient sans fin, et pourtant, l'événement le plus marquant de cette guerre n'avait rien à voir avec des armes, ni des soldats, mais avec ce que des mineurs allaient découvrir sous leurs pieds. Au cœur de la forêt, une équipe de mineurs travaillait dans un secteur officiellement évacué. L'État leur avait ordonné de creuser des galeries pour rechercher d'éventuels gisements d'or pouvant financer l'effort de guerre. Mais la forêt était ancienne, mystérieuse, truffée de légendes que les anciens du village refusaient de raconter à voix haute. Les oiseaux s'enfuyaient à chaque coup de pioche, comme si la terre elle-même voulait rester intacte. Parmi ces mineurs, il y avait Mamadou, un homme de 34 ans, père de 3 enfants, dont le regard profond cachait des peurs héritées de ses ancêtres. Chaque nuit, avant de dormir, il entendait la même mise en garde de sa grand-mère résonner dans sa mémoire. Certaines choses sous la terre ne doivent jamais revoir la lumière. Ce jour-là, vers midi, les mineurs atteignirent une couche rocheuse plus dure que prévu. Les machines vibraient, butaient, reculaient. Le chef d'équipe, Issa, décida d'utiliser des charges explosives contrôlées pour avancer plus vite. « On n'a pas le choix, la guerre coûte cher. On doit creuser », dit-il d'un ton sec. Lorsque la détonation retentit, un souffle étrange se répandit à travers la galerie. Pas seulement un vent de poussière, mais un courant d'air froid, métallique, comme si quelque chose respirait sous la roche. Un silence lourd envahit l'équipe. Puis, un grondement sourd se fit entendre, suivi d'un effondrement partiel. Lorsque la poussière se dissipa, les mineurs restèrent figés. Une paroi parfaitement lisse venait d'apparaître. Ce n'était pas de la roche. C'était du métal. Issa s'approcha, posa sa main dessus. Le matériau vibra légèrement, comme s'il était parcouru d'un flux interne. Il traça du doigt une ligne, révélant une surface argentée qui n'avait pas été corrodée par le temps. « Ce n'est pas possible », murmura Mamadou. « Qui aurait construit quelque chose ici ?» En nettoyant davantage la paroi, ils découvrirent un symbole gravé, un cercle entouré de 3 triangles pointant vers l'intérieur. Aucun d'eux ne l'avait jamais vu auparavant. Issa ordonna d'ouvrir un passage. Après plusieurs heures, une section de la paroi se détacha avec un bruit sourd, révélant un tunnel sombre qui s'étendait au-delà du champ de vision de leurs lampes. Le mur métallique n'était que la surface. Derrière, se trouvait un tunnel artificiel assez large pour qu'un camion puisse y passer. Le sol était couvert de poussière, mais aucune trace humaine. Pas d'empreinte, pas de signe d'entretien. Et pourtant, les parois semblaient intactes, sans rouille. Comme si le temps n'avait aucune prise à cet endroit. « On devrait prévenir les autorités », dit Mamadou, tremblant. Issa hésita. La guerre avait rendu l'État cupide et imprévisible. Tenter de cacher cette découverte pouvait leur coûter la vie, mais la révéler pouvait déclencher un chaos encore plus grand. L'équipe avança dans le tunnel. Après 200 mètres, ils tombèrent sur un cylindre métallique incrusté dans la paroi, avec des inscriptions dans une langue inconnue. En observant de plus près, Mamadou sentit un léger souffle d'air sortir d'une petite fissure. « C'est du gaz », dit-il d'une voix blanche. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas un simple tunnel. C'était un gazoduc souterrain. Et pas un petit. Les instruments rudimentaires qu'ils avaient permettaient d'en mesurer la direction. Le conduit s'étirait, sans fin. Un ingénieur militaire, appelé en urgence après la découverte, fit une estimation après des heures d'analyse. Si les données sont correctes, ce gazoduc fait plus de 2000 km. 2000 km. Un réseau gigantesque. Construit sous une forêt où aucune civilisation connue n'avait laissé de traces architecturales. La question qui figea tous les présents fut simple. Qui avait construit cela? Et pourquoi sous une zone de guerre? L'annonce se répandit comme une onde de choc. Le gazoduc devait être secret, enfoui depuis des décennies, peut-être des siècles. Pourtant, il était encore actif, transportant un gaz inconnu à travers le continent. L'armée prit le contrôle du site en moins de 24 heures. Les mineurs furent regroupés dans une tente, interrogés un par un. On leur ordonna de ne parler de cette découverte à personne. Un officier répéta froidement. « Ce que vous avez vu n'existe pas. Et si vous en parlez, vous cesserez d'exister aussi. » Mamadou sentit la menace peser sur ses épaules comme une pierre. Il n'avait jamais eu l'intention de garder un secret si grand, mais il comprit qu'il n'avait pas le choix. Pendant ce temps, des ingénieurs militaires commencèrent à explorer le tunnel. Ils installèrent des lampes, des câbles, des instruments de mesure.
Les soldats, malgré leur entraînement, jetaient des coups d'œil nerveux aux ombres mouvantes sur les parois métalliques. Chaque bruit résonnait dans le conduit, amplifié comme un souffle venu du ventre de la terre. Les premiers rapports internes révélèrent quelque chose d'encore plus troublant. Le gazoduc ne figurait dans aucun dossier militaire, aucune carte, aucune archive coloniale, ni européenne, ni africaine. Un officier demanda à un historien local de passer en revue des légendes régionales. Celui-ci, un vieil homme au regard sage, examina les symboles gravés sur le métal. Il pâlit. Ce signe, dit-il d'une voix basse. Je ne l'avais vu qu'une seule fois, dans un manuscrit ancien conservé au village de Tumbaka. Il parlait d'une veine de la terre, un serpent métallique sous le sol, que les anciens considéraient comme vivant. Il disait qu'il ne fallait jamais la blesser, car si elle saigne, la terre souffrira. Les soldats éclatèrent de rire. Mais son regard resta grave. Pendant ce temps, l'équipe militaire qui avançait dans le gazoduc découvrit le premier embranchement. Une bifurcation parfaitement symétrique, menant vers l'est et vers le sud. Les murs étaient lisses, toujours métalliques, mais ils portaient maintenant des traces comme des griffures. Personne ne comprit immédiatement. Jusqu'à ce qu'un soldat pointe sa lampe plus haut. Des marques, de mains, imprimées dans le métal. Comme si des doigts humains avaient tenté de s'y agripper ou de s'y échapper. Le capitaine Diarra, en charge de l'opération, ordonna de sceller provisoirement la section sud et de poursuivre vers l'est, direction indiquée par les instruments comme la plus stable. Mais alors que l'équipe marchait depuis près d'une heure, un soldat à l'arrière commença à respirer avec difficulté. « Capitaine, j'entends quelque chose derrière nous. » Ils s'arrêtèrent. Silence. Seule résonnait la vibration lointaine du gaz circulant dans les conduits. Puis un son se manifesta. Faible. Métallique. Régulier. Comme des pas. Venant de l'autre côté du tunnel. Le capitaine ordonna un repli immédiat. Impossible de prendre le risque d'être pris au piège sous terre. Ils retournèrent au point d'entrée, mais quelque chose, dans l'air, avait changé. Une odeur, âcre. Plus forte qu'avant. Comme si le gaz se répandait. Dans le village voisin, les anciens sentirent un malaise. Certains se réveillèrent en pleine nuit, disant avoir entendu la terre respirer. Les animaux fuyaient la forêt. Même les arbres semblaient se pencher loin du sol, comme si quelque chose, dessous, les repoussait. Mamadou, rongé par la curiosité et la peur, n'arrivait plus à dormir. Il décida de retourner sur le site en secret, profitant du changement de garde. Il voulait comprendre. Sous un ciel sans lune, il se glissa près de l'entrée du gazoduc. 2 soldats discutaient, ignorant sa présence. « Tu as entendu les rumeurs » dit l'un. « Oui. On dit que le gaz réagit aux voix humaines. C'est absurde. Peut-être, mais un scientifique est devenu fou après avoir passé 5 minutes là-dedans. » Il hurle encore que quelque chose l'écoutait. Mamadou sentit la sueur perler dans son dos. Le gaz écoutait? Il recula, prêt à fuir, mais son pied heurta une racine. Les soldats tournèrent la tête. Il s'enfuit dans l'obscurité avant qu'ils ne puissent le voir. Ce soir-là, dans son sommeil, il rêva d'un serpent métallique gigantesque parcourant l'Afrique, reliant des nations, écoutant leurs secrets, respirant sous leurs pieds. Et dans son rêve, le serpent ouvrait un œil. Un œil mécanique. Le lendemain, la base militaire installée en pleine forêt ressemblait davantage à un laboratoire secret qu'à un poste de guerre. Des tentes hermétiques, des équipements scientifiques, des détecteurs, et même une équipe de spécialistes étrangers avaient été amenés dans la nuit sans aucun communiqué officiel. Les villageois observaient de loin. Ils savaient que, lorsque l'armée construisait des clôtures et que les étrangers arrivaient, ce n'était jamais bon signe. Mamadou, encore marqué par son rêve, ressentait un poids dans sa poitrine, comme si le gazoduc l'appelait. Ce sentiment était irrationnel, mais irrésistible. Il retourna discrètement près de la zone interdite et aperçut un convoi de 3 jeeps noirs, sans plaque. Les soldats africains se tenaient au garde-à-vous tandis que 3 individus en combinaison grise descendaient des véhicules. Ils n'étaient pas militaires. Leur démarche, leur silence, tout indiquait qu'ils avaient un rang plus élevé. Peut-être des scientifiques internationaux? Peut-être pire. Le chef du groupe, un homme mince aux yeux très clairs, fit un bref signe au capitaine Diarra. Aucune parole ne fut échangée, comme si tout avait été convenu avant même leur arrivée. On les escorta immédiatement vers l'entrée du gazoduc. Mamadou sentit un frisson. Si des étrangers étaient invités à entrer, cela signifiait que la découverte dépassait les frontières, et que ses implications pouvaient être mondiales. À l'intérieur du tunnel, les scientifiques installèrent des capteurs sonores, thermiques et chimiques. L'un d'eux, une femme à la voix froide,
murmura en observant les premiers résultats. Le flux du gaz n'est pas constant. Il palpite, comme un pouls. Un autre ajouta, incrédule. Et il réagit aux vibrations sonores. Plus on parle fort, plus sa pression augmente. Le capitaine ne comprenait pas. Vous insinuez que le gaz entend? La femme ne répondit pas. Elle nota quelque chose sur son carnet, puis ordonna que tout le monde baisse la voix. Ils progressèrent jusqu'au premier embranchement. Les scientifiques examinèrent les marques de main imprimées dans le métal. L'un d'eux sortit un appareil de prélèvement et préleva un minuscule échantillon de la paroi. Lorsque l'échantillon fut placé dans une capsule, il se produisit quelque chose d'étrange. Une microvibration parcourut le métal de la paroi, comme si elle réagissait à l'arrachement. La femme fronça les sourcils. « Je veux un test de résonance. » Maintenant. L'un de ses assistants produisit un son régulier, une sorte de fréquence. La paroi vibra en retour, et, pendant quelques secondes, sembla changer de température. Un soldat recula. « Capitaine, ce métal est vivant ?» Diarra se sentit blêmir. Il n'avait aucune réponse. Pendant ce temps, dans le village, les anciens se réunirent. Le chef du conseil, un homme de plus de 80 ans dont la mémoire était un trésor, raconta une légende rarement partagée. Il y a longtemps, bien avant l'arrivée des colons, nos ancêtres parlaient d'un être venu de la terre. Pas un dieu, pas une bête, mais quelque chose qui se nourrissait d'énergie. Ils disaient qu'il dormait sous la forêt et que si on le réveillait, les nations se battraient pour le contrôler et périraient toutes. Les villageois frissonnèrent. Ce n'était plus un simple mythe. Ce qu'ils voyaient depuis quelques jours lui donnait un sens nouveau, terriblement concret. De retour dans le tunnel, les scientifiques continuèrent leur progression. Ils déterminèrent qu'il était impossible d'être le premier groupe à pénétrer cet endroit. Quelqu'un, ou quelque chose, y avait déjà été. Au sol, sous une couche de poussière, le capitaine aperçut un objet. Il le ramassa. C'était une lampe torche, rouillée, d'un modèle datant d'au moins 40 ans. À côté, un bout de tissu, décoloré, portant un drapeau inconnu mais avec des lettres cyrilliques. Un soldat murmura. « Des Russes !» La femme en combinaison répondit. Si ce tunnel existe depuis des siècles, les Russes ne furent pas les premiers. Ils furent peut-être seulement les derniers à essayer. Elle se tourna vers Diarra, le regard pénétrant. « Capitaine, ce gazoduc n'est pas une construction humaine ordinaire. Il n'a jamais été conçu pour transporter un gaz industriel. Il transporte quelque chose d'autre. »« Quoi ?» demanda Diarra. Elle prit une longue inspiration, comme si les mots qu'elle allait prononcer allaient changer le cours des événements. « De l'information. » Le silence fut total. « Vous voulez dire, comme un câble ?»« Non, dit-elle. Comme un air. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une menace invisible. Un air. Le tunnel, le gazoduc, ce réseau souterrain, n'était pas un simple ouvrage. Il pouvait être vivant. Le capitaine Diarra sentit son cœur s'accélérer. L'idée lui paraissait absurde, mais tout ce qu'il avait vu, la paroi vibrante, le gaz réagissant aux voix, la chaleur changeante, pointait vers une vérité qu'il ne voulait pas accepter. La scientifique poursuivit, le ton plus bas. Ce gaz transporte des impulsions. Pas chimiques, mais bioréactives. J'ai vu quelque chose de similaire dans des organismes marins abyssaux. Des créatures qui communiquent par impulsions internes. Elle marqua une pause. Ce gazoduc ressemble à un système nerveux. Les soldats échangèrent des regards inquiets. Certains reculèrent inconsciemment vers l'entrée du tunnel. L'idée qu'ils se trouvaient à l'intérieur d'un corps gigantesque ou d'une structure conçue pour imiter la vie les rendait presque fous. « Nous ne sommes pas censés être ici », murmura un jeune soldat. Diarra fit un effort pour reprendre le contrôle. « Nous avançons encore 100 mètres. Pas plus. On collecte des données, puis on ressort. » Mais alors qu'ils progressaient, les lumières vacillèrent. Une vibration faible, presque inaudible, se propagea sous leurs pieds. Le sol semblait palpiter. Le soldat en queue de fil, couillaté, s'arrêta net. Ses pupilles tremblaient. « Capitaine, je crois que j'entends quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Des voix. » Tout le monde s'immobilisa. « Personne ne parle, » répondit sèchement Diarra. « Non, pas vous. » Couillaté porta les mains à sa tête. « Elles sont dans le tunnel. » La scientifique s'approcha de lui braquant une lampe dans les yeux. Ses pupilles étaient dilatées, sa respiration rapide. « Décrivez. » Il déglutit difficilement. Elle chuchote, comme si le tunnel voulait dire quelque chose. Plusieurs soldats firent le geste de se signer. D'autres serrèrent leurs fusils. La peur rampait, gagnant chaque esprit.
À la surface, Mamadou observait de loin l'agitation autour du site. Il vit 2 soldats sortir du tunnel en courant, l'un vomissant, l'autre tremblant comme s'il avait été plongé dans un bain de glace. Des médecins les prirent immédiatement en charge, mais leurs yeux étaient vides, comme si quelque chose à l'intérieur d'eux avait été aspiré. Mamadou se sentit glacé. Il comprit que l'armée n'avait plus le contrôle. Et alors qu'il se préparait à se retirer dans la forêt, le vieil historien du village l'approcha silencieusement. « Tu as rêvé, n'est-ce pas » dit-il sans que Mamadou n'ait prononcé un mot. Mamadou inspira brusquement. « Comment savez-vous » Parce que le serpent de la terre communique par les rêves. Il choisit ceux qui peuvent entendre. Mamadou sentit ses jambes se dérober. « Pourquoi moi ? Je ne suis qu'un mineur. » Le vieil homme posa une main sur son épaule, lourde de sens. « Justement. C'est toujours par les humbles que les forces anciennes passent en premier. Les puissants, eux, veulent contrôler. Toi, tu as peur, donc tu respectes. C'est pour cela qu'il t'a montré son œil. » La gorge de Mamadou se serra. Cela signifiait que ce qu'il avait vu dans son rêve n'était pas une hallucination, mais une vision. Si l'armée continue de forcer, le serpent se réveillera, avertit l'ancien. Et lorsqu'il se réveillera, il ne reconnaîtra aucun être humain. Dans le tunnel, les scientifiques prirent soudain la décision d'installer un scanner électromagnétique portable. Ils fixèrent l'appareil contre la paroi, puis activèrent le dispositif. Un schéma apparut sur l'écran. Ce qu'ils virent n'avait rien à voir avec un pipeline. On aurait dit une fibre vivante, tissée d'innombrables filaments, pulsant comme une synapse géante. La scientifique recula, livide. Ce n'est pas un conduit. C'est un organe. Avant que quiconque ne puisse réagir, un son résonna le long du tunnel. Un son grave. Un souffle. Comme une inspiration. Les lampes tremblèrent. Le sol vibra. Et un souffle chaud parcourut la galerie, comme si quelque chose de colossal venait de s'éveiller sous des kilomètres de terre. Les soldats paniquèrent. « Repli immédiat !» cria Diarra. Ils commencèrent à courir vers la sortie. Mais derrière eux, dans l'obscurité, quelque chose les suivait. Pas des pas. Pas un animal. Un déplacement organique, rampant, le long du métal. La panique éclata dans le tunnel. Les pas précipités des soldats résonnaient contre les parois métalliques, amplifiés au point de devenir assourdissants. La lumière des lampes se balançait frénétiquement, projetant des ombres déformées sur les murs, comme si le tunnel les avalait vivants. Le bruit derrière eux devint plus clair. Ce n'était plus seulement un glissement. C'était un arrachement, comme de la chair qu'on déchire du métal, ou du métal qu'on arrache d'un corps vivant. « Ne vous retournez pas !» hurla Diarra. Mais Kouyaté, celui qui avait entendu les voix, se retourna malgré tout. Il braqua sa lampe vers l'obscurité. Ce qu'il vit lui coupa le souffle, littéralement. La paroi du tunnel derrière eux ondulait, comme si elle respirait. Le métal se contractait, se dilatait, produisant des craquements écœurants. Puis, une excroissance noire sortit de la paroi, un filament, épais comme un bras, couvert d'une texture organique humide, parcouru d'impulsions lumineuses internes. Un air vivant. Kouyaté hurla, mais le filament se projeta sur son visage avec une vitesse inhumaine. Un bruit sec, suivi d'un gargouillis étouffé, remplit l'air. Le nerf s'enfonça dans sa bouche, l'étouffant, s'enroulant autour de sa tête comme un serpent affamé. Les soldats se retournèrent, horrifiés, et virent Kouyaté convulsé, ses yeux roulant vers l'arrière, tandis que le filament pulsait, comme s'il pompait quelque chose hors de son corps. Son sang s'écoulait par son nez et ses oreilles, absorbé par le nerf. Le scientifique tenta de couper la masse avec un couteau. Le métal organique réagit immédiatement. Un jet de gaz brûlant jaillit de la paroi, comme un cri de douleur, projetant le scientifique contre le mur. Sa peau se couvrit instantanément de cloques. La femme scientifique, tremblante mais lucide, murmura. « Il se défend, comme un organisme agressé. » Diarra tira Kouyaté par les bras, mais il était trop tard. Le nerf relâcha le corps, maintenant inerte, vidé, avec le visage figé dans une expression de terreur absolue. Le cadavre tomba lourdement au sol, la gorge déformée, les lèvres brûlées par le gaz. « On sort d'ici !» hurla Diarra, cette fois d'une voix brisée. Ils coururent. Le tunnel semblait se rétrécir. Les murs pulsaient plus vite, comme un cœur qui s'emballe. À mi-chemin, un soldat glissa sur ce qu'il pensa être de l'eau, mais ce n'était pas de l'eau. C'était un liquide visqueux, sombre, tiède, semblable à du sang. Le tunnel saignait. La scientifique tapait frénétiquement sur son boîtier d'analyse, malgré la panique. Le gaz change de composition. Il devient plus dense, plus corrosif.
Il essaie de nous neutraliser. Le sol vibra violemment, comme si quelque chose énorme se déplaçait sous eux ou en eux. L'air devint irrespirable. La gorge de Diarra brûlait. Un soldat à l'arrière tomba à genoux, suffocant. Je n'ai plus d'air. Il arracha son masque de protection, mauvaise décision. Une bouffée du gaz pur entra dans ses poumons. Ses veines devinrent noires sous sa peau, remontant vers son cou, son visage, ses yeux qui éclatèrent en larmes de sang. Il s'effondra, convulsant, ses ongles arrachant sa propre gorge dans une tentative désespérée de respirer. Diarra sentit son esprit vaciller. Ce n'était plus une mission. C'était une descente dans l'estomac d'un monstre. Ils retrouvèrent enfin l'entrée. Les soldats restant surgirent à l'extérieur, s'effondrant dans l'herbe humide, haletant, certains vomissant, d'autres en état de choc. Les gardes postés dehors reculèrent en voyant leur visage. Certains avaient les yeux injectés de rouge, d'autres saignaient des pores, certains avaient des tremblements incontrôlables. La scientifique tomba à genoux, les mains ensanglantées, et murmura d'une voix brisée. « Ce n'est pas une découverte. C'est une dissection. Et nous sommes les intrus dans un corps qui n'a jamais été mort. » Le capitaine Diarra se redressa avec peine, le regard vidé d'humanité. Il prononça 6 mots que les soldats ne voulaient pas entendre. « Scellez l'entrée. Et brûlez tout. » Les flammes s'élevèrent haut dans la nuit, dévorant la végétation autour de l'entrée du tunnel. Les soldats avaient reçu l'ordre d'asperger la zone de combustible avant d'y mettre le feu. Le gazoduc devait être scellé, purifié, effacé. Mais dès les premières étincelles, un phénomène étrange survint. Le feu, au lieu de se propager naturellement, recula comme s'il était repoussé par une force invisible. Puis, brusquement, il s'étendit sur un rayon de plusieurs mètres, avant de s'éteindre instantanément, étouffé, comme si l'air avait été aspiré hors de la zone. Les soldats échangèrent des regards paniqués. « Capitaine, le feu ne tient pas. Remettez-y. Encore. » Ils répétèrent. 3 fois. À chaque tentative, les flammes mouraient immédiatement. Comme si le sol refusait de brûler. La scientifique observa, le visage pâle, et murmura. « Le gaz absorbe l'oxygène. Il étouffe tout ce qui pourrait endommager le système. Vous êtes en train de dire qu'il s'est défendu ? Pas défendu, corrigea-t-elle. Réagit. » Un silence lourd tomba. Le capitaine Diarra comprit qu'il n'avait rien scellé du tout. Il n'avait fait que l'énerver. Au village, pendant ce temps, une agitation inhabituelle secouait la communauté. Les animaux domestiques hurlaient. Les chiens tournaient en rond sans cesse, poils hérissés, refusant de s'approcher du sol. Des poules picoraient frénétiquement la terre, puis tombaient mortes, comme foudroyées par quelque chose qu'aucun œil humain ne voyait. Les anciens se regroupèrent autour d'un feu. L'un d'eux brandit une poignée de terre noire qu'il venait de ramasser près de la forêt. « Regardez !» La terre bougeait. Des grains minuscules vibraient comme s'ils pulsaient au rythme d'un cœur lointain. La respiration du serpent remonte vers la surface, dit le vieil historien. Il sent la blessure. Mamadou, qui observait la scène, sentit son ventre se nouer. Il n'était plus question d'un secret militaire. Cette chose se répandait. À la base militaire, les symptômes chez les soldats évacués du tunnel empirèrent. Dans la tente médicale improvisée, 5 d'entre eux convulsaient. Leurs veines sombres pulsaient comme si quelque chose circulait à contre-courant de leur sang. Les infirmiers tentaient de les maintenir, mais les corps se tordaient avec une force inhumaine. L'un d'eux se redressa brusquement, un mouvement sec, cassé, comme un pantin tiré par des fils. Sa tête bascula en arrière et il hurla, mais ce qui sortit de sa bouche n'avait plus rien d'humain. Un son profond, guttural, résonnant comme un écho venu du fond du sol. Les autres soldats blessés se mirent à répéter ce même son, à l'unisson, comme un cœur possédé. Un médecin effrayé essaya de retenir l'un des malades au sol, mais sa peau craqua sous ses doigts comme si elle se détachait de l'intérieur. L'homme vomit un liquide noirâtre, épais, qui se mit à fumer en touchant le sol. Le médecin recula. Le liquide semblait bouger, se tendre vers la terre, puis disparaître dans le sol poussiéreux, absorbé. La scientifique observa la scène à distance, incapable d'agir. Elle inspira, la voix presque éteinte. « Le gaz ne nous tue pas. Il nous modifie. » Diarra, brisé, murmura. « Quelle est cette chose ?» Elle répondit sans détour, pour la première fois. « Ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une invention humaine. C'est un organisme continental, ou une entité enfouie depuis avant l'histoire. » Puis elle ajouta, la voix tremblante. « Si ce nerf s'étend sur 2000 km, ce que nous avons vu n'est qu'une fraction. Un filament. Une veine. Imaginez la taille du corps auquel elle appartient.
Le silence qui suivit fut pire que tous les cris. Parce que chacun comprit que l'horreur ne se limitait pas à ce tunnel. Le sol entier d'Afrique pouvait être vivant. Les heures suivantes plongèrent l'équipe dans un chaos que personne n'aurait pu prévoir. L'odeur de métal chauffé et de poussière flottait toujours dans l'air, mais un autre parfum, plus acre, presque chimique, commençait à s'imposer. Bakary fut le premier à s'en rendre compte. Il colla son oreille contre la paroi du conduit, puis recula brusquement, comme brûlé par un secret qu'il n'aurait jamais dû entendre. Il y a un mouvement, comme si quelque chose circulait encore là-dessous, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Un silence terrible suivit cette phrase. Le gazoduc n'était donc pas abandonné. Pas vide. Pas mort. Les communications radio crépitaient nerveusement. À la surface, les militaires exigèrent que les mineurs cessent l'accès et attendent les renforts. Mais les renforts ne venaient jamais. La guerre avait redessiné les priorités. La survie locale passait avant l'investigation. Alors l'équipe resta là, dans la pénombre, à guetter un bruit, un souffle, un signe. Puis, au loin, un grondement sourd fit vibrer le sol. Pas comme une explosion. Plutôt comme un battement de cœur enfoui dans la terre. Le tuyau se mit à frémir, vibrer, puis à émettre une pulsation, une résonance presque organique. Certains reculèrent, d'autres restèrent figés, incapables de détacher leurs yeux du tube métallique. Chaque seconde amplifiait la sensation qu'ils observaient quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu par des hommes ordinaires. Une fissure se forma, millimètre par millimètre, sur la surface du pipeline. Un souffle chaud s'en échappa, accompagné d'un sifflement strident. Les lampes tremblèrent. L'air devint épais. Les mineurs toussèrent. Une vapeur blanche se propagea, serpentant autour de leurs jambes, s'élevant lentement comme un linceul. « Masque ! Vite !» hurla Issa, mais il n'en avait pas assez pour tous. La panique éclata. Certains tentèrent de courir vers la sortie, mais la vapeur les rattrapa comme une main invisible. Les yeux brûlaient, la gorge se serrait, les muscles se tendirent involontairement. Ceux qui inhalèrent trop profondément s'effondrèrent, pris de convulsions ou de spasmes incontrôlables. Le chef de mine réussit à arracher une trappe métallique pour aérer la galerie, tandis que d'autres tiraient les corps vers une zone plus ventilée. Le gaz s'atténua, mais les dégâts étaient visibles. 2 hommes restaient inertes au sol, les yeux ouverts, immobiles, le visage figé dans une expression d'effroi. Personne ne parla pendant de longues minutes. Les survivants se regardaient, muets, avec l'impression qu'un seuil invisible avait été franchi. Ils n'avaient pas seulement trouvé un gazoduc. Ils avaient réveillé quelque chose. Lorsqu'enfin l'air redevint respirable, Bakary s'approcha du tuyau fissuré. Sous la première couche métallique, il aperçut une seconde paroi, et des symboles gravés dessus. Pas des marquages industriels. Pas une langue connue. Des formes étranges, circulaires, entrelacées, évoquant à la fois de l'écriture et une sorte de schéma vivant. Le métal pulsait encore légèrement, comme si les symboles réagissaient à la présence humaine. « Ce n'est pas normal », souffla-t-il. Issa approcha à son tour et sentit son cœur se serrer. Il posa la main sur le métal. C'était tiède. Pas comme un tuyau parcouru par du gaz, mais comme la peau d'un animal encore vivant. Il retira sa main brusquement. « On sort. Maintenant !» Mais avant qu'il ne puisse organiser la remontée, un bruit retentit au fond de la galerie. Des pas lents, mais réguliers. Quelqu'un ou quelque chose avançait dans leur direction, éclairé par une faible lueur rougeâtre. Et c'est là que les mineurs comprirent l'ampleur du piège. Ils n'étaient pas les premiers humains à entrer ici. Ils n'étaient peut-être même pas censés en ressortir. Les pas se rapprochaient, résonnant contre les parois rocheuses avec une lenteur presque cérémonielle. Les lampes des mineurs vacillèrent, comme si l'air lui-même hésitait à rester. Personne n'osait bouger, ni respirer trop fort. Le groupe forma un cercle instinctif, dos à dos, les yeux fixés vers l'obscurité rougeâtre. Une silhouette apparut enfin. D'abord floue, brouillée par les volutes de gaz résiduels, puis plus nette. C'était un homme, ou plutôt, cela en avait la forme. Il portait une combinaison lourde, renforcée par des plaques métalliques portant un emblème inconnu. Un masque intégral couvrait son visage, prolongé par 2 tubes reliés à un dispositif cylindrique sur son dos. La lumière rouge provenait de 2 lentilles oculaires, braquées sur eux avec une fixité inhumaine. Il ne dit rien. Il ne fit que s'arrêter à quelques mètres d'eux, les observant. Puis, d'un geste mécanique, il leva la main et pointa du doigt le gazoduc fissuré, avant de serrer lentement le poing, comme un avertissement. Ses mouvements étaient trop précis, trop contrôlés, comme s'il exécutait un protocole appris. Issa s'avança d'un pas, tremblant, mais déterminé à montrer qu'il n'était pas une menace. Nous ne savions pas. Nous sommes des mineurs, pas des soldats.
Nous avons trouvé ça par accident. La silhouette resta immobile. Puis, dans un souffle à peine audible, un sifflement métallique s'échappa du masque. Un message codé? Un avertissement? Ou le son d'un appareil défectueux? Impossible à dire. Soudain, un autre bruit retentit derrière eux, un second pas, plus lourd, suivi d'un cliquetis métallique. Un deuxième individu venait d'entrer dans la galerie, portant le même équipement, mais avec des plaques encore plus renforcées, et un dispositif à l'épaule rappelant une arme non identifiée. Les mineurs étaient désormais pris en étau. Le premier intrus leva 2 doigts, un signe. Le second hocha la tête, puis s'avança, posant un cylindre noir sur le sol. Lorsque l'objet s'activa, un bourdonnement grave emplit la galerie, suivi d'un flash bleuté. Une onde se propagea dans l'air, et les lampes des mineurs s'éteignirent instantanément, plongeant la caverne dans une obscurité suffocante. Des cris étouffés résonnèrent. Certains tombèrent au sol, frappés par une pression invisible dans leurs tempes. Les appareils électroniques restants explosèrent en étincelles. L'onde avait tout neutralisé. Dans le noir total, seul demeurait le souffle profond du gazoduc et la sensation d'être surveillé de près. Puis, un murmure s'éleva. Pas humain. Pas mécanique. Un son issu du pipeline, comme une voix lointaine qui traversait le métal, vibrante, presque intelligible. Un mélange de souffles, de pulsations et de syllabes impossibles à reproduire. Certains mineurs se bouchèrent les oreilles. D'autres restèrent figés comme hypnotisés. Lorsqu'enfin les lampes d'urgence se rallumèrent faiblement, les 2 silhouettes avaient disparu. Ne restait que le cylindre noir, désormais inerte, et un symbole gravé dessus, parfaitement identique à ceux inscrits sous la surface du gazoduc. Bakary prit l'objet avec prudence. La surface était froide, presque glacée, malgré l'air lourd qui les entourait. Il sentit quelque chose remuer à l'intérieur. Comme un battement. Il manqua le lâcher. On ne peut pas rester ici, dit Issa, la voix plus rauque que jamais. Si ces gens contrôlent ce lieu, ce pipeline n'est pas un simple conduit. C'est autre chose. Et il y a une raison pour laquelle il est caché depuis si longtemps. Ils se préparèrent à remonter à la surface, mais au moment de prendre le premier virage du tunnel, un cliquetis résonna derrière eux. Le cylindre noir venait de s'ouvrir. Un souffle en sortit, bref, mais suffisamment puissant pour éteindre de nouveau les lampes d'urgence. Et dans l'obscurité, une phrase fut prononcée. Pas par un mineur. Pas par un homme. Une voix calme, articulée, prononça en français, avec un accent impossible à placer. Vous n'auriez jamais dû entrer ici. La voix, pourtant douce, trancha l'air comme une lame. Elle ne venait de nulle part et de partout à la fois. Les mineurs se figèrent, paralysés par la certitude glaciale qu'ils n'étaient plus seuls dans cet espace, pas seulement face au mystérieux individu, mais face à quelque chose d'invisible, conscient, et déjà au courant de leur présence. Les lampes d'urgence se rallumèrent en intermittence, projetant des éclats de lumière rouge qui déformaient les ombres sur les parois. Le cylindre noir, maintenant ouvert, révélait à l'intérieur un cristal sombre, facetté, d'où semblait émaner un léger écho résonnant. Bakary s'en approcha, malgré les protestations des autres. « Ne touche pas à ça, supplia Issa. « On doit comprendre ce que c'est, répondit Bakary, les yeux hypnotisés par les reflets mouvants du cristal. Au moment où ses doigts frôlèrent la surface, une vision fulgurante le traversa. Il recula brusquement, tremblant, ses pupilles dilatées. Tous virent son corps se raidir comme s'il avait été frappé par une décharge électrique. « Bakary !» cria un des mineurs, se précipitant pour le retenir avant qu'il ne tombe. Bakary respirait, mais ses lèvres murmuraient des mots incohérents. Il semblait voir quelque chose que les autres ne percevaient pas. Désert, ville, sous la mer, ligne, partout, partout sous la terre. Balbutia-t-il. Issa lui secoua les épaules. « Reprends-toi. Qu'est-ce que tu as vu ?» Bakary cligna des yeux, les larmes coulant le long de ses joues sans qu'il ne s'en rende compte. Sa voix se brisa lorsqu'il répondit. « Ce n'est pas un gazoduc, c'est un réseau. Pas humain. Et il couvre ce continent depuis avant l'histoire. » Un silence pétrifié s'abattit sur le groupe. Avant que quelqu'un puisse poser une autre question, la galerie se mit à vibrer. D'abord légèrement, puis plus fort. Des grains de poussière tombèrent de la voûte rocheuse. Les mineurs levèrent la tête. Un grondement s'approchait des parois, comme si quelque chose remontait à travers la structure du pipeline. Issa prit une décision brutale. On remonte maintenant. On ne regarde plus derrière. Courez. Ils se ruèrent vers le tunnel menant à la surface. Le sol vibrait sous leurs pas, les parois suintaient d'eau et de poussière. Le bourdonnement dans le pipeline se transforma en un rythme sourd, régulier, semblable à un code. Certains crurent y reconnaître une suite de sons répétitifs,
presque comme un message en boucle. Derrière eux, dans l'obscurité, plusieurs petites lueurs rouges se rallumèrent. Pas 2 comme avant. Cette fois 6. Puis 8. Puis une dizaine. Ils n'étaient plus seulement suivis. Ils étaient traqués. À mi-chemin, le tunnel se rétrécit. 2 mineurs glissèrent, se cognant contre la roche, mais les autres les relevèrent tant bien que mal. L'instinct de survie balayait toute fatigue. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'échelle métallique menant à la sortie, un souffle glacé les frappa. L'air extérieur semblait 1000 fois plus pur après l'enfermement oppressant du sous-sol. Issa poussa la trappe, et la lumière du jour inonda la cavité. Ils sortirent un à un, haletants, couverts de poussière et de terre. Certains pleuraient silencieusement, d'autres restaient prostrés au sol. Mais leur soulagement dura moins de 30 secondes. Car une fois dehors, ils virent ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Autour de la zone de forage, plusieurs véhicules militaires encerclaient le site. Des soldats en combinaison hermétique avançaient déjà vers eux, armés non pas de fusils, mais d'appareils de capture et de confinement.